Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Mon but à travers cette chaîne est de vous amener à réfléchir sur certaines affirmations faites par les scientifiques, surtout sur la question des origines, que ce soit de l'homme, de la vie ou de l'univers. Les scientifiques sont des humains comme tous les autres et ils sont sujets aux erreurs et aux biais. Dans cette première vidéo, j'aimerais aborder le thème de l'évolution, mais comme c'est un sujet très complexe, je vais la diviser en plusieurs parties. Le point que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est un argument utilisé par beaucoup d'évolutionnistes pour affirmer que la théorie de l'évolution est vraie. Et il ressemble à ceci. On voit les animaux évoluer au cours du temps, donc la théorie de l'évolution est vraie. Le problème avec cet argument est que c'est un argument fallacieux, en l'occurrence un équivoque. Alors qu'est-ce qu'un équivoque? Un équivoque est le fait d'utiliser un terme avec plusieurs significations et de ne pas spécifier quelle signification on utilise. Ici, le terme qui pose problème est le mot évolution. D'un côté, il fait référence à l'évolution darwinienne, aussi appelée macroévolution, et de l'autre, il fait référence à la signification première du terme évolution, qui est changement. Ces changements sont aussi appelés microévolution, mais j'aime pas trop ce terme et je lui préfère le terme d'adaptation. Ces changements permettent aux organismes de s'adapter aux conditions environnementales pour pouvoir mieux survivre. Je vais refaire un point sur ce qu'est la théorie de l'évolution pour que ce soit clair pour tout le monde. La théorie de l'évolution stipule que tous les organismes ont un ancêtre commun et que le passage d'une espèce à une autre se fait via un gain d'information et une augmentation en complexité. Maintenant qu'on a fait le point, on va voir en quoi l'adaptation diffère de la théorie de l'évolution. Il existe deux mécanismes qui permettent aux organismes de s'adapter aux conditions environnementales. Le premier est l'épigénétique. Épigénétique vient de épi, qui veut dire au-dessus d'eux en grec, et génétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes de l'épigénétique, il y a de très bonnes vidéos sur le sujet si ça vous intéresse. Ce qui est important de noter, c'est que l'épigénétique permet de moduler l'expression des gènes sans en modifier la séquence. Ces modifications sont transmissibles à la descendance et sont réversibles. Le deuxième mécanisme est les mutations. Non mais je t'arrête tout de suite, tu racontes vraiment n'importe quoi. On sait tous que les mutations sont le moteur de l'évolution. Oui, mais non. Effectivement, dans la théorie de l'évolution, il est stipulé que les mutations permettent un gain d'information et de complexité. Or, il se trouve que les mutations ne font pas ce que la théorie de l'évolution attend qu'elles fassent. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est le sujet de la prochaine vidéo. Pour finir, j'aimerais illustrer par deux exemples l'utilisation de l'argument « on voit les organismes évoluer au cours du temps, donc la théorie de l'évolution est vraie ». Le premier est les pinsons de Darwin. Un jour, Darwin est arrivé sur l'archipel des Galapagos et il a découvert différentes populations de pinsons sur les îles de l'archipel. Il a constaté une différence majeure entre les populations de pinsons, et c'est la forme de leur bec. Et il a remarqué que ces becs étaient adaptés à la source de nourriture disponible sur les différentes îles. Il a donc émis l'hypothèse que tous ces pinsons étaient issus d'une population originelle de pinsons qui arrivait sur l'archipel, et ensuite la forme des becs s'est adaptée à la source de nourriture disponible sur chacune des îles. Dans cet exemple, on voit bien qu'on a des pinsons au début et des pinsons à la fin. Il n'y a pas eu de gain d'information ni d'augmentation en complexité. Le bec des pinsons s'est adapté à la source de nourriture disponible sur les différentes îles. Pour ça, il suffit juste de moduler l'expression des gènes qui codent pour la formation du bec, ce qui permet d'obtenir les différentes formes de bec qu'on observe. Le deuxième exemple est celui des phalènes du bouleau. Les phalènes du bouleau sont des papillons de nuit qui, comme leur nom l'indique, vivent sur les bouleaux. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, il existe deux variétés de phalènes, une blanche et une noire. Avant l'ère industrielle, il y avait principalement des individus blancs et très peu d'individus noirs. Avec l'arrivée de l'ère industrielle et de la consommation importante de charbon, les bouleaux se sont retrouvés recouverts de suie et sont devenus entièrement noirs. À ce moment-là, on a remarqué que la proportion d'individus noirs a augmenté et celle de blancs a diminué. Avec la fin de l'utilisation du charbon, on a remarqué que cette proportion s'est inversée, et qu'on a une diminution des individus noirs et une augmentation du nombre d'individus blancs. Il existe une controverse à propos de la validité de l'expérience qui a été menée pour déterminer la proportion d'individus blancs et noirs aux différentes périodes.
La première objection qui est faite est que les phalènes vivraient sous les branches des arbres et non pas sur les troncs, ce qui fait que la couleur de ces phalènes n'aurait aucun impact sur leur capacité à se dissimuler. La deuxième objection qui est faite est que les oiseaux, qui sont les prédateurs naturels des phalènes, attraperaient les phalènes en vol et non pas quand ils sont posés sur les arbres. Dans notre cas, la validité ou non de l'expérience n'a pas beaucoup d'importance. On va partir du principe que l'expérience est valide. Alors qu'est-ce qu'on observe? Comme dans l'exemple précédent, on constate qu'au départ, on a des phalènes et à la fin, on a des phalènes. Ici, on a juste un exemple de sélection naturelle. Les individus dont la couleur diffère de celle de l'arbre sont plus visibles des oiseaux et sont donc des proies plus faciles. La sélection naturelle, comme son nom l'indique, ne fait que sélectionner les individus qui sont le plus aptes à survivre dans un environnement donné, et elle n'est pas équivalente à la théorie de l'évolution. Comme je l'ai dit précédemment, la théorie de l'évolution nécessite un gain d'information et de complexité, qui est censé être amené par les mutations, et la sélection naturelle ne fait que le tri dans les mutations pour garder ce qui est bénéfique et dégager tout ce qui est néfaste. Dans ces deux exemples, on voit bien qu'il n'y a aucune preuve tangible pour une augmentation de complexité et d'information nécessaire à la théorie de l'évolution. Tout ce qu'on a, c'est un cas d'adaptation et un autre de sélection naturelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre autant que possible à tout le monde. Sur ce, bonne journée!